Bonjour Félix Tréguer, Bonjour. peux-tu te présenter? Je m'appelle donc Félix, je suis membre de la Quadrature du Net, une association de défense des libertés dans l'environnement numérique et aussi chercheur en sciences sociales. Tu as écrit un livre qui s'appelle Utopie déchue contre histoire d'Internet. Tu peux nous en parler? Oui, c'est le fruit d'un travail d'une thèse de doctorat que j'ai réalisé entre 2012 et 2017 et qui visait à inscrire un petit peu les combats dans lesquels qui m'ont mobilisé pendant pas mal d'années encore aujourd'hui avec mes camarades de la Quadrature du Net et bien d'autres, les resituer dans une histoire plus longue des luttes autour de l'espace public médiatique, en remontant en fait jusqu'à la création, l'invention entre guillemets de l'imprimerie à la fin du XVe siècle, pour comprendre justement comment Internet s'inscrivait, et les politiques de reprise en main d'Internet par les États et par le capitalisme s'inscrivaient dans cette longue histoire de lutte politique autour de l'espace public médiatique. Ton livre permet de comprendre particulièrement bien comment les accusations auxquelles fait face Assange, donc des accusations d'espionnage, sont loin d'être inédites et nouvelles. Est-ce que tu peux recontextualiser la naissance des raisons d'État ? Effectivement, le secret d'État auquel s'attaque une organisation comme Wikileaks, c'est quelque chose de consubstantiel à l'État moderne, qui se met en place justement dans ces périodes de tumulte politique qui suit l'invention de l'imprimerie. C'est la période des guerres de religion notamment. Et dans la littérature de l'époque, donc tout un certain nombre de conseillers du prince rivalisent de traités pour concevoir tout un tas de ce qu'on appelle les arts de gouverner, des techniques qui permettent de formaliser un petit peu la manière dont on va pouvoir asseoir une forme de domination, une forme de puissance à travers tout un tas de techniques, notamment le contrôle de l'espace public. Le secret est un enjeu extrêmement fort, puisque c'est aussi dans cette période que commence à éclore une forme de critique du pouvoir, déjà à travers l'imprimé, sa démocratisation que permet l'imprimerie, tout un tas de mouvements contestataires aussi qui s'appuient sur l'imprimerie pour faire valoir leurs idées. Le secret, pour les théoriciens de la raison d'État, comme Jean Bodin, comme plein d'autres, c'est une technique directement inspirée des Romains et de l'Église, et par lesquels le monarque, les princes vont asseoir leur domination à travers la rétention d'informations. Ça sert à la fois une fonction stratégique dans la mesure où le secret que l'on ne divulgue pas, c'est une manière de s'abriter de la critique, d'une part. Il y a une fonction d'efficacité, puisque en n'explicitant pas les raisons d'agir du prince, en dissimulant certaines informations, on s'évite aussi d'avoir à justifier devant l'opinion de ses actions. Donc ça permet d'agir plus vite et d'éviter des débats mouvementés qui pourraient compromettre les visées et les objectifs du prince. Et il y a aussi une dimension symbolique dans le secret, dans la mesure où la racine étymologique du mot secret signifie séparer. Et la sphère du secret, la sphère des personnes habilitées au secret, revêt une dimension de séparation de ceux qui sont dans le cercle du pouvoir et ceux qui en sont exclus. Il y a une forme d'onction comme ça de ceux qui sont habilités et qui pénètrent dans la sphère du pouvoir. Et nous tous, quidam, qui ne sommes pas habilités au secret d'État, sommes en quelque sorte maintenus en dehors de cette sphère du pouvoir. Et c'est la grande promesse en fait des luttes démocratiques et notamment des révolutions du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, qui vont consacrer les droits de l'homme au sommet de la hiérarchie des normes, etc., que de faire valoir en fait un renversement de ces formes politiques associées à l'État moderne à travers l'idée démocratique en gros. C'est notamment très clair au moment de la Révolution française, où on voit mise en exergue les lumières contre l'obscurité qui était celle de l'ordre féodal. On fait valoir le mot de transparence et de publicité au sens de rendre public tout un tas d'opérations, de procédures administratives, politiques. Malgré tout, et c'est Tocqueville qui écrira à propos de la Révolution française au milieu du 19e, que malgré le changement de constitution, la constitution administrative, dit-il, et donc toutes les pratiques bureaucratiques de l'ordre féodal ont survécu en fait à ces bouleversements politiques.
Et donc le secret est resté profondément ancré en fait, dans les pratiques de pouvoir, y compris de l'État libéral qui est encore le nôtre aujourd'hui. Et donc il y a une survivance du secret jusqu'à nos jours qui, dans son principe même, fait obstacle en fait, au principe démocratique. La naissance d'Internet contenait une même promesse d'émancipation. Peux-tu nous parler de ce moment ? Il faut savoir que les premiers réseaux informatiques remontent aux années 60 et que dès les années 70, on assiste à de grands débats sur l'informatique et ses effets politiques. Et à l'époque, l'informatique n'est pas encore celle de l'ordinateur personnel et d'un réseau décentralisé comme l'est Internet. On est encore dans un cadre extrêmement de réseaux gérés de manière très centralisée et surtout des machines qui coûtent encore très cher et qui sont uniquement accessibles aux grandes bureaucraties. Et donc on assiste dès la fin des années 60 au premier grand débat sur l'inféodation de l'informatique en fait aux impératifs de la raison d'État, notamment l'informatique est très utilisée dans le cadre militaire. On envisage déjà à l'époque de croiser des jeux de données pour informer et faire du renseignement dans le cadre de logiques contre-insurrectionnelles propres à la guerre froide et notamment aux États-Unis. Et déjà aussi les premières controverses quant aux usages de l'informatique pour surveiller les populations, surveiller les communications, mettre en fiche la population. Et c'est comme ça d'ailleurs que c'est suite à ces controverses qu'on adoptera les premières législations protectrices du droit des données personnelles dans les années 70. Et c'est dans ce moment un peu charnière, un moment de politisation intense aussi des milieux de la recherche, notamment aux États-Unis, qu'une génération de mathématiciens va tenter de démocratiser la cryptographie, donc cet art des codes secrets, du codage de l'information pour la rendre inintelligible aux personnes non autorisées. Et donc on a des innovations extrêmement importantes en la matière qui vont permettre de dessiner en fait un usage citoyen de la cryptographie qui doit permettre justement de faire des communications numériques, informatiques, sans être exposé à la surveillance d'État. Et dans les années 80, ces innovations vraiment universitaires dans un premier temps trouvent leurs premières applications, notamment de la part de groupes militants, surtout des Américains, des Australiens, des Anglo-Saxons, quelques Européens aussi, qui se retrouvent autour d'une mailing list à partir de 1990. Julian Assange y prendra part alors qu'il est jeune vingtenaire. Et là, on conçoit effectivement l'usage de la cryptographie pour faire fuiter des secrets d'État, pour faire des crypto-monnaies, pour anonymiser les communications Internet, et donc tout un tas de concepts qui mèneront à Wikileaks, à la création d'un réseau d'anonymisation comme Tor également, et autant de choses, autant de projets un peu subversifs visant à défaire les capacités de surveillance des États, à défaire aussi le secret d'État. Et c'est une ambiance assez anti-autoritaire, voire libertaire, qui anime les échanges avec des gens soit libertariens plutôt à droite, soit des anti-autoritaires libertaires plutôt à gauche, une certaine diversité politique. Et Assange apprend beaucoup auprès de ces groupes, et c'est comme ça qu'il va pouvoir nourrir ce projet, le projet qui deviendra Wikileaks en 2006 en fait. Alors parle-nous de la reprise en main de l'État qui va suivre. Au cours de l'année 2010, Wikileaks organise plusieurs fuites retentissantes. Il y a d'abord cette vidéo Collateral Murder en mars 2010 sur l'hélicoptère de l'armée américaine en Irak. Ensuite, les Iraq War Logs à l'été 2010. Quelques semaines plus tard, les Afghan War Logs, donc tout un tas de communications militaires issues de ces deux grands théâtres d'opération de l'armée américaine dans les guerres post-11 septembre. Et puis en décembre 2010, de manière encore plus retentissante, parce que encore plus sensible sans doute, tous les documents issus du réseau diplomatique des États-Unis, du département d'État, ce qu'on appellera le Cablegate. Et au moment où Wikileaks fait ses divulgations, le choix est fait d'héberger la plateforme sur un gros hébergeur, en l'occurrence les serveurs d'Amazon, le géant du e-commerce, qui est aussi l'un des plus grands hébergeurs au monde, je crois. Sauf qu'au moment où, au début du mois de décembre 2010, lorsque les premières fuites commencent à s'égrener, il y a une réaction extrêmement forte et violente de la part des élites politiques américaines qui dénoncent ce terroriste high-tech,
explique que Wikileaks est une organisation quasi-terroriste. Et il y a un sénateur, Joe Lieberman, qui va alors écrire une lettre ouverte à Amazon et aux entreprises en fait qui aident indirectement Wikileaks dans ses activités. Et Lieberman appelle ces acteurs à cesser de collaborer avec Wikileaks. Et de manière extra-légale, sans en passer par une procédure judiciaire au pays du premier amendement, sans autre forme de procès, Amazon décide de s'appuyer sur les conditions d'utilisation de sa plateforme pour décider de censurer Wikileaks. Donc ils arrêtent d'héberger cette plateforme alors même qu'elle est au centre de l'attention médiatique mondiale. Ce qui conduit du coup à une stratégie un peu de fuite et de migration et ce qui conduit donc la plateforme Wikileaks à atterrir sur des serveurs situés en France, chez l'entreprise OVH, qui est une entreprise familiale assez grosse, assez importante dans le milieu de l'hébergement, mais assez indépendante aussi. Et en France, du coup, sans doute lié à des pressions diplomatiques américaines, le gouvernement français va essayer d'imiter en fait, la stratégie qui avait été poursuivie aux États-Unis en faisant pression sur OVH pour qu'à nouveau Wikileaks soit censuré. Et là, OVH refuse en fait d'obéir à ces demandes extra-légales et la plateforme restera en ligne. Mais en parallèle, on a aussi des attaques en déni de service, donc des gens qui inondent les serveurs de requêtes pour faire exploser en fait le serveur et rendre le site inaccessible. On a des actions en déni de service qui sont menées sans doute par des acteurs étatiques vu la charge en bande passante. En l'espèce, il n'y a sans doute que des acteurs étatiques qui ont cette puissance de feu-là. Et donc une tentative là encore de censure. Et ce qui est très beau à l'époque, c'est qu'on voit aussi une espèce de réaction de tous les milieux, de contre-attaque de tous les milieux militants de l'activisme numérique qui vont créer des sites miroirs pour faire en sorte que Wikileaks reste accessible, malgré aussi la saisie de son nom de domaine. J'avais oublié, dans les entreprises qui cessent de collaborer, il y a Amazon, il y a son fournisseur de nom de domaine, il y a aussi les plateformes bancaires qui lui permettent de recevoir des donations. Et donc on voit comme ça tout un tas d'acteurs, dont la Quadrature du Net faisait partie à l'époque, se mobiliser pour venir en aide à Wikileaks, défaire ces tentatives de censure extra-légale, et faire un pied de nez comme ça aux puissants de ce monde et rappeler en fait que à ce jour, et c'est encore le cas aujourd'hui, Wikileaks n'a rien fait d'illégal. C'était saisissant de voir à quel point, alors même qu'aucune condamnation n'avait été prononcée dans un tribunal contre cette organisation, on voit tout un tas d'élites médiatiques, politiques, administratives, de juristes, de professeurs d'université, de philosophes, aller dans les médias et expliquer à quel point Wikileaks est dangereux. Je me rappelle avoir entendu des phrases comme une organisation qui porte atteinte aux droits fondamentaux des États, en renversant complètement la portée, la signification du terme droits fondamentaux, qui est censé protéger les individus contre les États. Il n'a jamais été question en droit des droits fondamentaux des États. Cette idée que ce serait une organisation pour la transparence absolue, alors que lorsqu'on regarde les discours de Assange, il est évidemment bien plus mesuré. En gros, s'il fallait résumer sa doctrine, c'est l'idée que plus on est puissant, plus on doit être transparent. Et évidemment, c'est aussi un grand défenseur de la vie privée, en bon cypherpunk. Et voilà, une forme de relégitimation comme ça du secret par tout un tas d'élites en vue dans l'espace public médiatique. Et derrière aussi, une défense juridique très forte du secret. Alors ça s'est traduit de différentes manières. Une chasse lancée contre les lanceurs d'alerte, notamment au sein des grandes bureaucraties américaines pour éviter de nouvelles fuites. En Europe, on a vu aussi l'adoption d'une directive sur le secret des affaires qui, là encore, visait à protéger les grandes entreprises de fuites ou de potentiels lanceurs d'alerte et de révélations de journalistes. Cette reprise en main et cette légitimation, cette consécration du secret prend aussi la forme de décisions de justice, de jurisprudence qui vont acter des vrais reculs en la matière. En France, on avait à l'époque, vers 2011-2012, un gros débat sur les insuffisances du droit au secret des sources journalistiques. Et on va voir à l'époque, 2012-2013, alors même qu'il y a des projets en la matière, des projets de loi présentés devant le Parlement, le Conseil d'État, puis le Conseil constitutionnel refusaient en fait tout progrès en la matière au nom de la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Et donc là encore, c'est des mots nouveaux, des concepts un peu nouveaux, mais pour dire la même chose que ce que disaient les théoriciens de la raison d'État au XVIe siècle en fait. On est encore dans le paradigme de la raison d'État qui s'oppose en fait à des pratiques plus conformes aux idéaux démocratiques. Et aussi, quelque part, au-delà du secret, je parlais de ces formes de censure extra-légale dont a fait l'objet Wikileaks, elles se sont
pour le coup, elles se sont vues aussi consacrées en droit. On peut penser, en France, on a une discussion au Parlement à l'heure actuelle sur la répression des discours de haine sur les réseaux sociaux, et qui vise en fait à déléguer aux grands acteurs du numérique, Google, Facebook, Twitter et ce type d'entreprise, des missions de surveillance des communications et de censure des communications dans un cadre là encore extrajudiciaire, sans passer par le juge qui est censé être le protecteur des libertés fondamentales dans un état de droit qui se respecte. Et aussi donc une extrajudiciarisation et une automatisation, puisque de plus en plus ce sont des algorithmes et des techniques d'intelligence artificielle qui sont employées pour reconnaître des contenus litigieux et les censurer de manière automatique, avec tout un tas d'erreurs et de problèmes que ça suppose évidemment. On voit aussi ces mêmes principes et ces mêmes politiques de censure privatisées et automatisées se déployer au niveau européen avec le règlement européen de lutte contre la propagande terroriste, là encore en cours de discussion. Et donc voilà, c'est des choses qui font florès et qui s'accompagnent d'un grave recul des libertés publiques et de la liberté d'expression en l'occurrence. Peux-tu nous dire un mot sur l'état de la surveillance sur Internet aujourd'hui ? En matière de surveillance, on a là encore assisté à des reculs importants, puisque des choses qu'avaient déjà analysées Assange et certains de ses amis dans l'ouvrage Cypherpunks, Menaces sur nos libertés, ces choses-là ont été beaucoup mieux documentées grâce aux divulgations d'Edward Snowden, ce lanceur d'alerte de la NSA. On a espéré pendant un temps que le débat, la controverse mondiale qui s'en est suivie conduisent à de nouvelles législations qui protégeraient la vie privée, la liberté d'expression contre les capacités de surveillance démesurées développées par les agences de renseignement. C'est le contraire en fait qui s'est passé, puisque en France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux États-Unis, on a vu l'adoption de législations qui ont quelque part inscrit dans le droit des pratiques de surveillance massive qui s'étaient développées en dehors de tout cadre juridique, de toute transparence. Et donc, plutôt qu'une remise en cause, on a vu une forme de blanchiment législatif de pratiques extrêmement invasives et dangereuses de surveillance. Et on pourrait aussi parler là encore de la mise en place d'un marché gigantesque d'armes numériques pour espionner ce qu'on appelle les chevaux de Troie et tout un tas de logiciels de captation de données à distance où il suffit de passer un téléphone près d'une machine pour en aspirer les données, enfin tout un tas d'outils que développent des entreprises privées et des outils qui sont ensuite vendus aux agences de renseignement ou aux forces de l'ordre. C'est un marché que les Spy Files en 2011 avaient contribué à mettre en lumière et qui a depuis explosé. On assiste aussi évidemment à l'arrivée de ces mêmes outils, ces mêmes formes de surveillance massive dans l'espace public urbain avec des solutions de police prédictive ou la vidéosurveillance automatisée, la reconnaissance faciale, enfin bref, le bilan n'est pas rose non plus sur le front de la surveillance. Et peut-être plus fondamentalement, je pense que Wikileaks et l'année 2010 en particulier, et l'épisode du Cablegate tout particulièrement, a montré à quel point les législations antiterroristes, a rappelé en tout cas, à quel point les législations antiterroristes adoptées depuis les années 70 et encore plus évidemment après les attentats du 11 septembre 2001, comment elles ont pu être instrumentalisées contre des mouvements sociaux. Wikileaks et ses lanceurs d'alerte, notamment Jeremy Hammond et d'autres, ont été mises dans des bases de données, ont fait l'objet des bases de données dédiées à l'antiterrorisme, ont fait l'objet de mesures de surveillance extrêmement invasives, d'infiltration, d'indicateurs qui étaient payés, etc. Enfin, la raison d'État s'est violemment battue contre eux en mobilisant tout l'arsenal de ces mesures d'exception légitimées sous couvert d'antiterrorisme, justement pour les battre en brèche. On a vu aussi des répressions extrêmement fortes contre les groupes hackers qui étaient venus en soutien de Wikileaks en menant des actions en déni de service, en représailles de celles subies par Wikileaks contre Amazon, contre PayPal et d'autres acteurs de ce type, notamment des gens qui opéraient sous la bannière d'Anonymous qui se sont vus fortement condamnés en justice au Royaume-Uni, en Espagne, en France, aux États-Unis. Jeremy Hammond aussi évidemment qui a été condamné à 10 ans de prison et qui est en train de purger la fin de sa peine. On ne sait pas s'il sortira un jour puisque à l'image de Chelsea Manning, il a refusé de témoigner contre Wikileaks, qui lui vaut d'être à nouveau d'être maintenu en prison
à l'heure actuelle. Enfin voilà, je pense qu'en fait c'est ce retour en force de la raison d'État contre ces formes d'appropriation militante du numérique ont quelque part symbolisé ce retournement brutal, le refermement en fait des possibles quant aux espoirs et aux expérimentations nourries depuis les années 90, justement dans cette appropriation militante du numérique et l'idée que ça pouvait être un espace de lutte, un espace de lutte sociale et politique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peine à voir justement les incarnations contemporaines de ces modes d'action extrêmement novateurs qu'a pu incarner une plateforme comme Wikileaks ou le collectif Anonymous qui reprenait ces techniques de déni de service d'autres groupes des années 90 qui étaient liés à la mouvance altermondialiste à l'époque, qui avaient expérimenté justement ces modes d'action. Aujourd'hui, je crois que la vague de répression qui a eu lieu au cours des années 2010 a eu pour effet de dissuader en fait la poursuite de ces modes d'action, leur expérimentation, leur mise en œuvre dans le cadre de campagnes militantes. Et ce qui nous reste, c'est beaucoup les réseaux sociaux de ces grandes entreprises oligopolistiques sur lesquelles on sait qu'on est constamment surveillé et aussi soumis quelque part à des logiques en termes de régime d'attention qui sont extrêmement nocives. On sait que la moindre campagne ou événement politique organisé sur Facebook, c'est une occasion d'ajouter une petite ligne dans le profil vendu aux annonceurs publicitaires indiquant qu'on est mobilisé sur tel enjeu. Enfin, on reste trop dans nos usages militants d'Internet, mis dans un coin, et dans ce coin où on est facilement surveillable et donc domestiqué quelque part. Et il y a un vrai enjeu à faire retravailler Internet pour recréer des espaces d'autonomie et d'expérimentation de pratiques militantes. Et ça, tu penses que c'est possible ? Je crois que c'est encore possible. Malheureusement, je pense aussi qu'il y a eu peut-être un surinvestissement en fait, de beaucoup de groupes militants dans le numérique. Je sais pas, nous à la Quadrature du Net, c'est des réflexions qu'on a. Est-ce que c'est pas aussi important de réinvestir des lieux physiques, d'aller faire des réunions physiques à droite à gauche et pas à croire que la gigantesque agora qui est Internet suffit en fait. On a besoin aussi sans doute de réinvestir l'échelon local en fait dans les formes de militantisme. C'est un peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec la campagne qu'on a lancée au mois de septembre dernier qui s'appelle technopolis.fr, CE à la fin, hein, comme les policiers, qui vise justement à documenter et à résister à ces projets de smart city sécuritaires dont je parlais rapidement tout à l'heure et qui se déploient en France et ailleurs en Europe. C'est aussi du coup l'occasion de forger des alliances avec des groupes de quartier, de faire d'inscrire ces combats à l'échelon local. Et évidemment, il y a encore besoin de coordination transnationale et Internet peut aider à faire circuler ces informations, ces modes d'action et réfléchir à des modes d'organisation utiles. Mais je crois que toute une partie en fait, des élaborations militantes qu'incarne Wikileaks et les hackers politiques de manière générale étaient rendues possibles par le fait que l'asymétrie des rapports de force politiques était quelque part momentanément renversée par l'apparition d'Internet et le fait qu'on avait des gens, des hackers assez isolés qui, en autodidacte, arrivaient à avoir une maîtrise technique très grande, supérieure en fait à celle des grandes organisations informatisées et qui sont les puissants de ce monde et que du coup on arrivait à avoir certains coups d'éclat. Et je crois qu'il y a toujours une fragilité de ces grandes organisations mais que dans leur capacité à maîtriser le numérique et à se défendre du coup de ces modes d'action, elles ont fait de gros progrès et que du coup ce moment où on pensait les hackers politiques tout puissants, les hors-la-loi renégats rebelles de la frontière électronique, hein, comme on pouvait le dire au début des années 90, je crois que cet horizon-là a du plomb dans l'aile. Et bon, je suis pas hacker moi-même et c'est difficile de me prononcer de manière définitive, mais mon sentiment pour quand même fréquenter des gens qui évoluent proche de ces milieux et puis constater simplement qu'il n'y a pas eu de nouveaux coups d'éclat ces dernières années en la matière, que peut-être une page s'est refermée. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas demain une autre fuite retentissante, demain une autre action organisée par des hackers qui aura des répercussions politiques extrêmement importantes. C'est possible et on l'espère, mais la structure d'opportunité, comme disent les sociologues des mouvements sociaux, semble s'être refermée. Est-il possible pour un groupe militant de recourir à Internet en échappant à la surveillance ? Je crois que ça a d'ailleurs été un des apports et une des avancées permises par les révélations d'Edward Snowden. C'est le fait qu'on s'est à nouveau
beaucoup soucié de sécurité informatique dans les mouvements sociaux, de savoir comment on protégeait ces informations. Et même si, comme je le disais, on reste quand même beaucoup trop nombreux à utiliser les services dominants de Google et consorts, je crois qu'il y a une plus grande connaissance désormais dans ces milieux de certaines bonnes pratiques en la matière, qui immunisent pas complètement évidemment contre la surveillance d'État, hein. Il y a des moyens colossaux déployés face à nous, et encore une fois l'histoire de Wikileaks en est une illustration particulièrement frappante. Mais malgré tout, voilà, c'est possible, plutôt que d'utiliser les mails et tous les services de partage de documents, d'écriture collaborative de Google, de trouver des alternatives en logiciel libre, hébergées par des associations amies. C'est notamment ce que fait Framasoft en France, hein, qui a lancé il y a quelques années une campagne pour dégoogliser Internet et qui offre tout un tas de services avec très peu de moyens, hein. Ils arrivent à offrir des services tout à fait efficaces, qui permettent de s'immuniser, d'augmenter le coût de la surveillance en tout cas. Et donc on a tout intérêt à s'y livrer beaucoup plus qu'on ne le fait. Et de manière générale, il y a désormais quand même plusieurs groupes, différents groupes qui proposent des formations au chiffrement et des communications, à l'utilisation de ces systèmes alternatifs. Et je pense que c'est encore possible. Mais après, croire que ça nous immunise complètement vis-à-vis de la surveillance, ce serait illusoire de le penser. Le mieux qu'on puisse faire, et c'est déjà beaucoup, c'est d'augmenter le coût politique de la surveillance. Un très très grand merci, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.